Alors, parlons de l'absence de désir. On a tendance à voir ça comme un vide, un manque, n'est-ce pas? Mais et si c'était tout autre chose? Et si en fait c'était une véritable force capable de remodeler complètement la psychologie d'une personne? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble, en se plongeant dans nos sources pour comprendre comment une telle absence peut transformer de A à Z la manière dont on perçoit et interagit avec le monde. Imaginez ça une seconde. Que se passerait-il si cette pulsion fondamentale, cet instinct qu'on dit primaire, disparaissait? Comme ça, pouf! Quel genre de personnalité pourrait bien émerger d'un tel vide? C'est la question un peu provocatrice qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. Ok, alors voilà notre parcours. On va d'abord définir ce que signifie cette absence de désir. Puis, on verra comment ça peut mener à une quête de contrôle total. Ensuite, on abordera la question du vide empathique. On se penchera sur l'attraction paradoxale que ça peut susciter et on terminera avec quelques perspectives alternatives pour nuancer le tout. Allez, on commence avec le concept central. Il s'agit d'un basculement, un vrai changement de paradigme, où le centre de gravité d'une personne se déplace du corps vers le mental. Et voilà, on est au cœur du sujet. Sans l'impulsion du désir charnel, tout bascule. Le fameux centre de gravité psychologique, comme le décrivent les sources, se déplace complètement. Les décisions ne sont plus du tout guidées par l'émotion ou l'instinct. Non, à la place, on a un pragmatisme froid, logique, presque mathématique. Pour bien comprendre, la source fait une distinction capitale entre trois types de connexions. Il y a l'éros, la passion, qui est vraiment ancrée dans le corps, c'est ce qui nous connecte à la réalité. Sans ça, il ne reste que la philia, l'amour amical, intellectuel, ou l'agapé, l'amour plus spirituel, inconditionnel. Mais ces deux-là, elles naissent de l'esprit, pas du corps. D'accord, mais alors, s'il n'y a plus de désir, qu'est-ce qui prend sa place? Parce que la nature a horreur du vide, n'est-ce pas? Eh bien, cette absence est comblée par une nouvelle obsession, une fascination pour le contrôle de soi, mais un contrôle absolu. Et pour décrire cet état, la source emploie une métaphore vraiment forte, celle de l'anorexie mentale. Attention, ça n'a rien à voir avec la nourriture ici. L'idée, c'est une quête de pureté où la satisfaction ultime ne vient plus d'un plaisir sensoriel, mais de la maîtrise parfaite, totale, de ses propres fonctions biologiques. C'est exactement ça. Comme le dit la source, le plaisir devient purement cérébral. Le kiff ultime, ce n'est plus de vivre une expérience avec ses sens, mais c'est cette sensation de se piloter soi-même avec une précision d'horloger suisse. L'analogie avec un épisode de Black Mirror est assez parlante, je trouve. L'esprit devient une sorte de widget, une appli qu'on peut piloter techniquement, reprogrammer à volonté. Il n'y a plus d'impulsion naturelle à gérer, donc plus de conflit intérieur. Il n'y a que l'exécution froide de commandes. Alors, comment ça marche, ce mécanisme de contrôle? On peut le voir en 3 temps. D'abord, le détachement est facile. Il se fait sans effort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pulsion à réprimer, tout simplement. Ensuite, le pragmatisme domine tout. Les grands choix de vie, le couple, la carrière, tout est évalué selon des critères socio-économiques. Et enfin, la passion, elle est imitée. C'est un peu comme un jeu d'acteur. On accumule les symboles de la passion qu'on a observés chez les autres, mais à l'intérieur, le ressenti n'est pas là. On en arrive maintenant à la conséquence peut-être la plus troublante soulevée par la source. Tout ce détachement mène à ce qu'on pourrait appeler un véritable vide empathique. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a la personne charnelle, dont le corps et les désirs l'ancrent dans une réalité partagée, ce qui est la base même de l'empathie, et de l'autre, la personne sans chair, complètement déconnectée, qui fonctionne en mode purement logique et qui est donc, par définition, incapable de ressentir ce que l'autre ressent. L'analogie ici est puissante. La cheminée, c'est la chaleur naturelle du désir, qui rayonne spontanément vers les autres. Le micro-ondes, lui, il produit de la chaleur, oui, mais c'est un mécanisme technique, précis, contrôlé et fondamentalement froid. Et les conséquences, elles, sont très concrètes. On parle d'une indifférence totale à la souffrance qu'on peut causer, que ce soit au niveau financier, émotionnel ou autre. Il n'y a pas de remords, pas d'excuses, parce que de leur point de vue, il n'y a pas de faute. Et c'est cette déconnexion totale qui, selon la source, les rend potentiellement très dangereux. Mais alors, qui pourrait bien être attiré par une personnalité aussi froide, aussi distante? C'est là que la source met en lumière un paradoxe assez fascinant. C'est la question qu'on se pose forcément. Si tout est froid, calculé, dénué d'émotions apparentes, où est l'attraction? Qu'est-ce qui peut bien fasciner chez quelqu'un qui semble ne rien ressentir? Eh bien, la réponse est complètement paradoxale. Apparemment, c'est la personne la plus charnelle intérieurement, celle qui a une vie fantasmatique extrêmement riche, qui va être fascinée. Pour cette personne, l'autre n'est pas vide. Au contraire, elle représente une énigme, un mystère irrésistible à déchiffrer.
Pour ce type de profil, une sexualité trop directe, trop explicite, c'est un peu comme lire un manuel technique. C'est efficace, peut-être, mais ça manque totalement de poésie. L'absence de désir chez l'autre, au contraire, devient une sorte de légende lointaine, un mystère qui captive bien plus l'imagination. Bon, mais est-ce que cette théorie est la seule explication possible? Pour avoir une vision d'ensemble, la source elle-même nous propose d'autres angles, d'autres critiques. Une première critique, très juste, vient recadrer le débat. Et si ce comportement n'avait rien de psychologique, mais qu'il était simplement pragmatique, une pure stratégie de survie, où les besoins matériels et socio-économiques passent bien avant tout le reste? Et puis, il y a une autre perspective, qui vient d'un témoignage, et qui est encore plus profonde. Elle suggère que ce détachement ne serait pas un trait de personnalité, mais plutôt la conséquence d'un traumatisme profond, quelque chose qui pourrait même relever d'un diagnostic clinique. Au final, toute cette exploration nous laisse avec une question assez fondamentale. Comment est-ce qu'on doit interpréter cette absence de désir? Est-ce un mode de fonctionnement psychologique à part entière, une stratégie d'adaptation à un environnement hostile, ou alors le symptôme visible d'une blessure invisible? La réponse, comme souvent, est sans doute un mélange complexe de tout ça.